rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 26 juin 2014. J'ai le plaisir d'avoir à nouveau une femme écrivain comme invitée. Bonjour Abnous Chalmani. Bonjour. Vous venez de publier un premier ouvrage au titre étonnant, Khomeini, Saad et moi. C'est édité aux éditions Grasset. Abnous Chalmani, vous êtes né en 1977 à Téhéran. Et vos premiers souvenirs de petit enfant correspondent au début de la République islamique, fondée après la révolution de 1979 par Khomeini, le vieux en noir et blanc, entre guillemets, comme vous l'appelez. Votre famille était à la fois très riche, heureuse, très détachée de la religion. Vous racontez comment vous buviez de l'alcool et vous mangez du porc à la maison. Et puis, très vite, la chape de plomb du nouveau régime, l'obligation pour les femmes de porter le tchador, la peur, la guerre avec l'Irak sont devenus insupportables et vos parents ont décidé de s'exiler en 1985 à Paris, comme beaucoup d'autres membres de votre famille. Votre livre est absolument remarquable pour plusieurs raisons, et j'invite vraiment nos auditeurs à le découvrir. D'abord, il est agréable à lire. Votre maîtrise de la langue française est parfaite, alors que ce n'était pas votre langue maternelle. Au-delà de la qualité de l'écriture, vous exprimez aussi un amour de la France qui vous a accueilli, dont vous avez pris la nationalité et dont la crise et les fractures actuelles vous angoissent. Ensuite, cette autobiographie n'est pas du tout ennuyeuse, parce que vous avez écrit un peu comme on rédige des scénarios de films. D'ailleurs, vous avez commencé votre carrière, je crois, en réalisant des courts-métrages. Souvenirs, flashbacks, réflexions, évocations alternées de journées ou de périodes longues, anecdotes personnelles, événements historiques, tout ceci s'articule dans des chapitres courts et agréables à lire. Et enfin, il y a un mélange délicieux entre une érudition remarquable et un langage très cru. On ne compte plus l'usage des mots cul, pute, etc. Au final, et surtout, votre livre est le cri d'une femme révoltée, un pamphlet à la fois lucide et joyeux contre le spectre hideux de l'intégrisme religieux. Alors, Abnous Chalmani, on va commencer par le premier chapitre. Nous sommes en 1983, vous avez 6 ans, et vous racontez comment vous vous cachiez à chaque sortie d'école pour enlever voile et pantalons et sortir, souvent, cul nu, narguant les femmes corbeaux, entre guillemets, en tchador, qui n'arrivaient pas à vous rattraper. Première question, j'imagine que vos parents ont dû avoir des problèmes avec la police des mœurs. Oui, enfin, ils ont eu surtout des problèmes avec les proviseurs parce que même si on me déguisait en femme, puisque évidemment mon corps de petite fille était aussi obscène que celui des femmes et donc il fallait le recouvrir, je restais une petite fille. Donc ils ont convoqué mes parents à chaque fois, plusieurs fois, et ils ont fini par leur donner le numéro d'un exorciste. Donc c'était plus dans ce genre de délire, mais surtout je pense que eux, ce qui les attristait, c'est que ça marchait pas, c'est que j'étais pas capable d'évoluer dans ce milieu-là. Mais non, eux, ils étaient plutôt contents de ça, mais ça veut dire qu'ils pouvaient plus vivre en Iran non plus avec moi comme enfant. C'était pas possible. Alors, vous écrivez, à propos du code vestimentaire imposé par les ayatollahs, la facilité avec laquelle tout le monde s'est mis à ressembler à tout le monde demeure une inconnue anxiogène. Chacun devenait une bête furtive qui surveillait les uns les autres. Est-ce que ce n'est pas la marque d'une société totalitaire ? Si, complètement. C'est que c'est la peur. Qu'est-ce qui est la marque d'une société totalitaire ? Avant tout, c'est la peur. Il y a eu un tel mouvement et la ville, c'est tellement, enfin, je parle de Téhéran, mais c'était pareil dans tout l'Iran, c'est que tout le monde s'est recouvert de noir. Tout d'un coup, vous étiez face à une masse sombre, noire, obscure, et mais un tout petit peu vous en sortiez, c'était foutu. C'était foutu, vous étiez visible, donc dangereux, donc il fallait rentrer. Donc bien sûr que c'est une société totalitaire. Toutes les révolutions au début, quand elles sont comme ça, elles sont toujours totalitaires. Mais les gens se surveillaient vraiment, étaient devenus tellement paniqués pour eux-mêmes, et qu'ils cherchaient dans les autres de quoi les condamner. Alors, votre chapitre, intitulé « Téhéran 1979-1983 » est un de ceux qui m'a le plus bouleversé. Et il a comme fil directeur celle que vous appelez justement les femmes corbeaux. Oui. Ce sont des femmes donc, qui sont devenues suppôts fanatiques du régime et heureuses totalement heureuses de la nouvelle situation. Vous donnez des exemples. Une cousine très laide et très heureuse de voir les jolies femmes cacher leur beauté. Une surveillante de l'école qui vous a coupé les ongles jusqu'au sang. Et une femme soldat. Alors, c'était à l'aéroport de Téhéran, au moment de votre départ vers Paris.
Donc elle vous a non seulement fouillé, mais en plus insulté votre famille au moment de votre départ, en disant que vous alliez chez les putes. On allait chez les putes, évidemment. Voilà. C'est qu'en plus, mes tantes m'avaient demandé à ma mère pourquoi vous y allez, mais parce que mes sœurs sont là-bas. On disait pas qu'on émigrait, évidemment. Parce que mes sœurs sont là-bas, mais elles sont seules. Oui, mais c'est des putes que vous voulez comme sœur, et votre fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est absolument terrifiant. Moi, je regardais ça en me disant, mais c'est merveilleux, Paris est un vaste bordel, et mes tantes exercent déjà leur talent, ça va être génial. C'était très étrange. Et alors, vous écrivez dans le même chapitre, j'ai compris combien une pute pouvait être délicate et sensible. Est-ce que vous pourriez raconter pourquoi vous avez dit ça? Je pense que dans tous les pays orientaux et musulmans, c'est la grande insulte. C'est pute qui revient tout le temps. C'est qu'une pute, c'est une femme qui ne... Ça va de son foulard est pas assez serré, elle a une jupe trop courte, ou tout simplement elle a ri trop fort avec un homme qui n'était pas son mari, ou elle a l'air de très bonne humeur, et tout d'un coup ça devient une pute. Et à force de voir ces femmes corbeaux violentes, agressives, qui ne souriaient jamais, où chaque sourire pouvait être une trahison de leur foi, je me suis dit comme ce qu'elles détestent c'était les putes, à 8 ans, on se dit les putes elles doivent être très délicates et totalement différentes des femmes corbeaux. Donc tout ça a continué jusqu'au moment où j'ai découvert à 14 ans les grandes courtisanes, et tout d'un coup, ça y est, j'ai été libérée. L'insulte de mon enfance était devenue un compliment. Voilà, grâce et ça, aux courtisanes. Vous en parlez un peu plus loin, donc quand vous venez en France, et de Olympe de Gouges à d'autres grandes courtisanes. Des grandes courtisanes, des Ninon de l'Enclos, la Belle Otero, Liane de Pugy, qui étaient forcément des femmes extrêmement cultivées. Sinon, si ce n'était que de vulgaires putes, elles n'avaient pas beaucoup d'intérêt. C'était surtout des femmes en pleine ascension sociale, qui savaient tenir une conversation et qui avaient de la culture. C'est des femmes qui m'ont fascinée parce qu'elles étaient fascinantes, et surtout, c'était les seules femmes qui avaient le droit de posséder leur compte en banque. Les femmes mariées donnaient leur dot au mari, à l'époque, bien entendu. Tout à fait. Et évidemment, et cette indépendance financière allait avec une indépendance du corps, une valorisation du corps et de l'esprit. Alors, Abnou Chalmani, avant de parler du substrat culturel de l'Iran, de ce substrat chiite, finalement. Je voudrais quand même évoquer pour nos auditeurs une image que vous donnez qui est très impressionnante, c'est celle de l'incendie d'un bordel de Téhéran. On a vu des corps de malheureuses brûlées qui ont été jetés par la foule fanatique. Et ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui vous a beaucoup marqué aussi. Oui, alors, la grande question, c'est est-ce que je l'ai vraiment vu, ou est-ce que c'est les photos d'Abbas qui m'ont fait me ressouvenir? C'est un grand mystère, mais pour moi, l'odeur, il y avait beaucoup d'odeurs de brûlés, de toute façon, à cette période-là, dans Téhéran, on brûlait pour n'importe quoi, pour un oui, pour un non. Et il y avait ces espèces de corps noirs carbonisés sur, en plus, les femmes qui portaient des tchadors noirs. Donc c'est extrêmement étrange. Et il y a eu comme ça une espèce de folie. C'est-à-dire, on s'est à peine attaqué à des synagogues ou à des temples protestants ou à des églises catholiques. Mais c'était le bordel. C'était tout d'un coup, il fallait absolument tuer le corps féminin. Et ce que je trouvais dingue, c'est que ces femmes-là ne se rendaient même pas compte que c'était le corps supplicié de leur liberté qu'elles trimballaient ainsi. Alors, on se pose la question, pourquoi un régime aussi infect a pu tenir 35 ans ? Est-ce que finalement les Iraniens ont fait ce grand retour vers le passé, question un peu dure que je vais vous poser, parce que cela correspondait culturellement à une certaine tradition chiite du martyre et de la souffrance qui nous paraît bien étrange? Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a une partie, parce que même avant que l'islam ne s'installe en Iran, vous avez le livre des rois de Ferdowsi, que je conseille à tous vos éditeurs de lire, c'est magnifique, c'est les mythes. Et il y a des figures comme ça du martyr, du sacrifice. Je pense que c'est aussi le cas dans d'autres mythes. C'est comme ça qu'on fonde aussi des civilisations sur le sacrifice d'un homme pour sauver son peuple et pour créer quelque chose de nouveau. Il y a de ça. Mais il y a aussi le fait que les Iraniens, à cette époque-là, on était en pleine guerre froide, ils ont vu... Les communistes n'étaient pas à la hauteur. Et d'ailleurs, les communistes iraniens ont soutenu les mollahs en pensant garder ils ont été balayés tout de suite après. Beaucoup plus malin a été Khomeini et ses compères. Mais je crois qu'au début, ils ont vu ça comme une espèce de revendication. Ça y est, on est indépendant, on est seul. Et qu'après, finalement, pourquoi ça a tenu 35 ans? L'une des raisons, c'est vraiment l'hypocrisie auquel s'est habituée la société iranienne. Autant dire la schizophrénie. C'est à l'intérieur, dans les milieux classe moyenne et classe bourgeoise, ils vivent comme avant. C'est-à-dire, ils boivent de l'alcool, ils mangent du porc, ils font des fêtes incroyables, ils payent le commissariat. Et cette espèce de schizophrénie extérieure-intérieure, je pense que c'est une des raisons qui a permis que ce régime tienne aussi longtemps. C'est la société civile qui s'est mise au pas et qui vit de deux manières différentes. Alors, à propos de cette schizophrénie, vous évoquez aussi la tradition de l'aura, l'œil extérieur, qui fait que on juge lorsqu'on est en public les gens qui peuvent être très différents
dans la vie privée. Et dernière question avant la pause, est-ce que finalement tous ces accoutrements, qu'il n'y a pas seulement en Iran, où il y a le tchador, bon, il y a le niqab par exemple en Arabie Saoudite, est-ce que ça ne traduit pas à la fois un rapport de force entre les hommes et les femmes, et puis une société justement compartimentée où l'individu autonome ne peut pas exister? Totalement. Il est impossible. La Hora condamne tout ce qui est obscène, ce qui sous-entend donc que le corps de la femme, son visage, tout en elle est obscène. Donc c'est la retirer de la place publique. La retirer de la place publique et la cantonner dans le privé, c'est créer une société inégalitaire et tellement cloisonnée qu'aucune liberté n'est possible. Ni pour les hommes, ni pour les femmes d'ailleurs. Alors, je voudrais d'abord insister sur le grand mérite qui a été celui de votre famille, parce que elle est partie en laissant tous ses biens à Téhéran. Bon, vous avez eu une chute de niveau de vie tout à fait brutale. Oui. Et pourtant, vous allez rester fidèle au modèle de votre père et à sa passion pour la littérature. Vous allez tout sacrifier pour acheter des livres anciens et pour vous imprégner donc de notre culture. Et page 27, vous avez écrit quelque chose avec laquelle je me suis senti tout à fait en résonance, parce que je suis un peu comme vous, un exilé, né ailleurs. Peut-être que tous les enfants de l'histoire, avec un grand H, balancés hors de leur habitat, sont davantage sensibles au passé, comme s'il existait une familiarité instinctive entre les exilés et le passé. Alors, tout à fait par hasard, vous allez tomber donc sur un auteur classique de la littérature érotique, Pierre-Louis. Pierre-Louis. Oui, Pierre-Louis. On prononce pas le S. On prononce pas le S. Auteur dont vous tombez amoureuse, avec une seule réserve qui vous honore. Vous ne supportez pas qu'il ait été à la fois antisémite et homophobe. Ah bah oui, alors ça a été la grande tragédie. Quand je l'ai découvert, c'est « Oh non, pas lui !» Et bah si, lui aussi. C'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Oui. Alors, de fil en aiguille, donc, vous vous êtes mis à lire des livres libertins du XVIIIe siècle. Et là, pour vous, ça a été une révélation, mais alors au sens politique du terme. Vous écrivez « Le sexe n'était là que pour renverser la toute-puissance de l'Église ». Et vous rêvez qu'on puisse diffuser ces livres-là en Iran. Alors, est-ce que vous pouvez Et ailleurs, dans tous les pays musulmans. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, à votre avis, ça aurait un effet extraordinaire? Mais je pense que, je suis toujours partie de l'anecdote personnelle pour essayer de l'universaliser. Pour moi, je pense que Pierre-Louis a dédramatisé le corps, c'est-à-dire avec son érotisme très ludique, très joyeux. Tout d'un coup, le corps n'était plus celui justement du martyr, du schisme. C'était je pouvais rire du corps. Donc, alors déjà, je me suis réconciliée avec le mien et avec aussi, en général, le corps. Et la littérature libertine 18e siècle français a politisé mon corps. Je me suis rendu compte, grâce à cette littérature, à quel point le corps avait une signification politique dans l'espace public. Rien que le fait que les femmes puissent occuper l'espace public, c'est déjà, par le corps, une véritable révolution. Et dans la littérature libertine, tout est lié. Dans la littérature libertine, le corps, l'esprit, c'est rien ne va sans l'étude. Si vous voulez être libre, il faut aussi que votre corps soit libre. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'à l'époque, évidemment, si je puis me permettre, le fait de foutre sans procréer, c'était déjà un pied de nez incroyable face à l'Église. Le clergé tenait tout était interdit. Et plus il y a d'interdit, plus la révolte est difficile. Et tout d'un coup, la littérature libertine arrivait au milieu de ça et disait que un sujet ne pouvait devenir qu'un citoyen qu'en étant libre et du corps et de l'esprit. Et c'est cette espèce d'alternance entre l'étude, la réflexion, la remise en cause, le doute, et le corps qui suivait la même voie, qui répondait à toutes mes questions. Et tout d'un coup, voilà, le corps ne pouvait pas aller sans l'esprit. Mais il faut lire la littérature libertine. C'est drôle en même temps aussi, c'est très joyeux, et en même temps, c'est absolument libératoire. C'est merveilleux. Alors, ensuite, vous avez découvert les livres du marquis de Sade, dont donc le nom est associé étrangement à celui de Khomeini dans le titre de votre ouvrage. Oui. Bon, très peu de gens, dans le fond, l'ont lu. Je dois avouer que moi-même, je ne le connais pas. On connaît seulement les mots dérivés. On dit sadisme, sadomasochisme. Mais je dois avouer que je n'ai pas bien compris votre fascination pour lui. Je m'explique. Il y a l'homme révolté, celui qui voulait bousculer tous les ordres établis. Il a passé, le malheureux, toute sa vie en prison, pratiquement, sous plusieurs régimes. Sous tous les régimes. Tous les régimes, la monarchie, la République, le consulat et l'Empire. Voilà. Bon. Mais je comprends que vous soyez reconnu dans son athéisme intégral aussi, mais la violence insupportable, la justification de la violence dans les 120 journées de Sodome, est-ce que ce n'est pas la marque du totalitarisme de la République islamiste ou du sadisme d'ailleurs des djihadistes sunnites aujourd'hui en Syrie ou en Irak ?
La seule différence, et c'est peut-être la plus grande, c'est que chez Sade, c'est de l'imagination. Et que c'est même ce qu'il décrit est impossible matériellement. C'est-à-dire pour se détendre, je pense qu'il faut prendre des pages de Sade et essayer de dessiner ce qu'il décrit. Et à moins d'être contorsionniste ou de n'avoir absolument pas d'os, c'est absolument impossible. Donc tout de suite, on est sur un autre domaine. On est dans l'imaginaire pur. Alors les 120 journées de Sodome, c'est très compliqué parce que c'est un livre qui a été écrit d'une traite. C'est en gros une compilation de 600 sévices. Voilà. Il y a rien d'autre parce qu'il l'a écrit à chaque fois qu'il recevait une lettre de sa belle-mère, il imaginait ce qu'il pouvait lui faire subir et il réécrivait une page. Et il l'a caché à la Bastille. La Bastille a été brûlée et Sade est décédé en étant persuadé que ce premier manuscrit, le premier livre qu'il a écrit, a été perdu. Voilà. Exactement. Donc il a même pas recorrigé, il y a aucun recul. Donc c'est vrai que c'est un texte extrêmement violent. Moi-même, je trouve ça insoutenable. Mais il n'empêche que les 4 hommes sont des hommes de pouvoir, un duc, un évêque, un président et un financier, et que c'est des hommes de pouvoir qui, encore une fois, tuent le peuple. Utilise les sujets, les tue, etc. C'est absolument terrifiant chez ces hommes-là. Mais Sade, c'est une thérapie. C'est une thérapie, c'est qu'on va tellement loin, il va tellement loin qu'il nous donne un accès à une autre dimension de l'intellect. Alors, Abnous Shalmani, on va changer un peu de sujet. Vous évoquez donc dans un chapitre particulier le 11 décembre 2001. Et là, je dois dire que vous avez su, en quelques pages, résumer l'incompréhension totale de tous les Français devant une personne comme vous, franco-iranienne réfugiée à Paris, mais je dirais aussi modestement devant quelqu'un comme moi, parce que j'ai vu les réactions autour de moi de collègues de bureau, d'amis, c'était tout à fait fou. Oui. En gros, il y a des gens de gauche qui ont excusé l'horreur des attentats en les justifiant par, entre guillemets, l'affreux impérialisme américain. Et cela sans parler, et je vous remercie aussi de l'avoir écrit, des complotistes qui disent que c'est un coup monté des Américains eux-mêmes ou des Juifs. Bien sûr. Bien. Mais il y a aussi les gens de droite qui n'ont vu en vous qu'une musulmane, alors que vous êtes athée, et qui ont remis en cause donc l'islam dans sa globalité et bien entendu les musulmans. Alors, est-ce que ces attitudes n'étaient pas finalement l'annonce d'autres fractures dont votre livre parle par ailleurs, la montée du Front National, d'un côté, et l'autisme d'une bonne partie de la gauche, d'un autre côté, une gauche qui hurle au racisme dès qu'on dénonce l'islam politique. Mais complètement. C'est-à-dire que ce qui était amusant avec mon père le lendemain du 11 septembre, il m'a dit, maintenant il faut compter le nombre de femmes qui vont se mettre à porter le foulard. Je lui dis, mais non, mais ils vont pas se soutenir. Il dit, c'est pas soutenir, c'est que là, ça va être un tel électrochoc ça va devenir une valeur refuge, donc politique, que le voile. Et effectivement, tout le monde l'a constaté, il y a eu effectivement l'islam politique qui était déjà là, là a pris mais son envol, là il a déployé ses ailes et c'est à ce moment-là que les fractures ont commencé à exister en France et c'est effectivement depuis le 11 septembre et je trouve ça absolument dramatique parce que toutes les revendications sont d'ordre politique et il y a un moment ou un autre, il faudra comprendre une chose, c'est que quand on revendique à ce point-là le religieux, c'est quelque part de faire régresser la République, c'est que la loi de la République est la seule qui est sacrée, tout le reste est du domaine privé et n'a pas à s'exprimer dans l'espace public et je vais vous donner juste un exemple très rapidement tout simple, c'est qu'avec ces histoires de manger halal, de pas manger halal, etc., c'est que souvent, les enfants qui mangent pas de porc, on les met sur une table à part. Voilà. Et ça, il ne faut pas. Il faut que tous les gamins soient mis autour de la même table, mais qu'il y a ceux qui décident de manger du porc, ceux qui ne décident pas. Rien que ça, symboliquement, visuellement, ça pourrait faire changer les choses. Et cette volonté de renfermer et de créer une société française complètement cloisonnée, avec chacun, je veux ma prière, je veux mon foulard, ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que du coup, c'est encore une moyen d'effacer le seul lien entre nous qui fait sens en France, c'est-à-dire le lien de la République. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on évoque donc ceux qui se définissent de plus en plus comme les musulmans de France, entre guillemets. Oui. Et je comprends que cette dénomination vous on révolte. est tous des Français. Alors il se trouve qu'on est des Français musulmans, des Français juifs, des Français catholiques, mais on est avant tout des Français. Et là, j'ai découvert en vous disant beaucoup d'inquiétudes et de déceptions, et cela depuis assez longtemps. Oui. Par exemple, vous avez été choqué dès 1989, c'est-à-dire il y a 25 ans, d'entendre des camarades de classe traiter Salman Rushdie de fils de pute. Oui, on retrouve c'était en 89, j'avais 12 ans. Vous vous rendez compte. Et quand je le racontais avant le 11 septembre, les gens pensaient que je mentais, que ça n'existait pas à ce moment-là. Voilà. C'est terrible. Et vous avez été déçu aussi qu'il n'y ait pas eu de manifestation de masse des musulmans après les meurtres commis par Mohamed Merah. Vous racontez la triste histoire d'une amie d'origine algérienne, brillante, sympathique, qui a eu un chagrin d'amour et qui s'est mise à devenir intégriste après, à porter le voile.
Qu'est-ce qu'on peut faire face à tout cela? C'est ma dernière question. Eh ben, faut résister. Faut résister dans la joie. Faut lire, faut s'ouvrir aux autres. Faut se voir, se projeter en tant que Français et se dire que mon voisin français a certainement des choses à m'apprendre, des choses à me dire et que moi aussi j'ai des choses à lui apprendre et d'essayer de mettre la culture sur la table et non plus le culte et d'essayer de se rendre compte qu'on a beaucoup plus de liens entre nous que de désaccords et que si on ne le fait pas, effectivement, cette fois-ci on aura vraiment un Front National agressif et que en face, on aura quoi? Un communautarisme agressif et qu'on va faire quoi? On va repartir en exil, vous et moi, c'est ça qui va se passer. C'est horrible comme perspective. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut continuer à résister. Moi, j'abandonnerai pas jusqu'au bout. Est-ce que vous avez eu des témoignages quand même d'encouragement de personnes? Ah oui, c'était merveilleux. J'ai reçu des lettres magnifiques. Exactement. J'ai reçu beaucoup de courriels et de lettres de femmes musulmanes qui me remerciaient d'avoir dit des choses qui étaient en elles et qu'elles n'arrivaient pas à exprimer. Donc je me dis, voilà, l'avenir, on a toujours l'habitude de dire que l'avenir est entre les mains des femmes. Eh bien, ça serait bien aussi de se dire qu'il est aussi dans leur cerveau et que c'est possible pour demain. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Bravo Abnouch Chalmany pour votre très, très beau livre. Donc je rappelle une dernière fois le nom. Khomeini, Saad et moi, aux éditions Grasset. Je vous invite vraiment, amis auditeurs, à le lire. Et puis, vient maintenant pour moi le moment de vous dire au revoir parce que c'est la dernière émission de la saison. Donc je vous donne rendez-vous à la rentrée en espérant que vous passerez d'excellentes vacances. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.